C'est OK, c'est bon, tu peux commencer, Benoît. Ok. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie de prendre un petit peu de temps pour m'écouter parler sur cette conférence qui a pour titre Est-ce que la sobriété numérique signifie sobriété des données? Avant de commencer, je me présente très rapidement. Moi, je m'appelle Benoît Durand, je suis manager au sein du cabinet Wavestone. J'interviens historiquement sur des missions d'architecture et des missions liées aux données, que ce soit en termes de gouvernance ou de réflexion sur les socles techniques. Mais en fait, aujourd'hui, j'interviens avec une casquette complémentaire qui est celle de pilote d'un groupe de travail au sein du cabinet Wavestone qui s'appelle Sustainable Tech, et qui est constitué d'une cinquantaine de personnes et qui vise à développer nos convictions et nos retours d'expérience autour des enjeux du numérique responsable. En fait, quand on parle de numérique responsable, on parle notamment de l'enjeu à adresser les impacts environnementaux, ce qui soulève plutôt de façon indiscutable des enjeux autour de la sobriété numérique. Donc avant de s'intéresser au rôle que la donnée peut avoir à jouer dans la sobriété numérique, j'ai considéré en préparant cette présentation qu'il était important de rappeler pourquoi finalement on parle aujourd'hui de plus en plus de cet enjeu de sobriété numérique depuis notamment à peu près l'année 2018. Pour une raison simple, en fait, qui est que le numérique est loin d'être immatériel. Je rappelle sur cette diapositive que quand on parle de numérique, on parle bien de trois segments. Il y a le segment data center, le segment télécom et le segment terminaux utilisateurs. Et en fait, vous voyez, j'ai mis quelques ordres de grandeur en termes de typologie d'équipement associés à chacun de ces segments. Et ce qu'on voit, c'est que les ordres de grandeur vont de quelques dizaines de millions à quelques milliards d'équipements. Et donc, on voit bien avec ces chiffres-là, ces ordres de grandeur-là, que le numérique à l'échelle mondiale est loin d'être immatériel. Historiquement, le numérique est un secteur qui a été très peu regardé, très peu scruté au travers du prisme environnemental. Par contre, c'est beaucoup plus le cas depuis environ 2017-2018. Et c'est important au regard finalement du nombre d'équipements nécessaires au fonctionnement du numérique. Donc, quand on parle de regarder l'impact environnemental, qu'est-ce qu'il faut regarder? Souvent, les études récentes qui ont été publiées depuis les 2-3 dernières années, elles regardent en priorité 4 critères. Il y a le critère lié aux ressources. Donc, le numérique nécessite un certain nombre de ressources pour fonctionner. Si on prend l'exemple d'un smartphone, dans le rapport du Sénat qui a été rédigé là en milieu d'année, un chiffre qui ressort, c'est qu'il faut 70 matériaux différents pour fabriquer un smartphone. Une autre notion importante, c'est la notion de sac à dos écologique. En fait, c'est le facteur multiplicatif qu'il faut appliquer au poids d'un équipement informatique pour avoir son équivalent en matière première. Donc, par exemple, un smartphone, il faut le multiplier son poids par 1200 pour avoir son équivalent en termes de poids en matière première. Donc, un smartphone de 150 grammes, se multiplie par 1200, ça fait 180 kg. Et donc, ça veut dire que pour fabriquer un smartphone de 150 grammes, il faut avoir extrait 180 kg de matière première. Faire ça, ça nécessite notamment de l'énergie. Et donc, en fait, pour fabriquer les différents équipements sur lesquels s'appuie le numérique, il y a besoin d'énergie donc, pour la phase de fabrication. Ayant en tête que si on regarde les métaux dont on a besoin pour le numérique sont des métaux qui sont présents à des concentrations de l'ordre de quelques grammes à quelques dizaines de grammes par tonne de roche. Donc, même si on a besoin seulement de quelques grammes ou quelques dizaines de grammes pour un équipement informatique, il faut extraire quelques tonnes de roche en fait pour récupérer le métal nécessaire à la fabrication de l'équipement informatique en question. De l'énergie, il en faut aussi pour la phase d'utilisation, notamment pour produire l'électricité. Aujourd'hui, dans le monde, il y a encore 30 à 40% de l'électricité, par exemple, qui nécessite des centrales à charbon. Et le numérique est un consommateur d'électricité de façon significative. Et donc, le fait de consommer et d'avoir besoin d'énergie émet une quantité de gaz à effet de serre, puisqu'aujourd'hui, au niveau mondial, il y a encore beaucoup d'énergies fossiles qui sont utilisées pour satisfaire les besoins en énergie primaire de l'humanité, et c'est vrai aussi pour le numérique. Retenez qu'il y a quand même aujourd'hui des estimations plutôt convergentes en termes d'estimation d'émissions de gaz à effet de serre du numérique au niveau mondial. Les estimations convergent à peu près vers le chiffre de 4%. Donc, les data centers, les réseaux, les terminaux utilisateurs, si on les prend dans leur globalité, représentent environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ça, c'est un premier chiffre important.
notamment quand on compare à d'autres secteurs, par exemple le secteur aérien. Donc c'est plus élevé que le secteur aérien, même avant Covid. Hein. Et peut-être que le chiffre même le plus important à retenir, c'est la croissance d'environ 8% par an. Le numérique, donc, émet environ 8% de gaz à effet de serre de plus chaque année. Et c'est une augmentation qui est la plus élevée par rapport aux autres secteurs. C'est le numérique qui augmente le plus en termes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année, comparativement à tous les autres secteurs. Donc ça, ce sont quelques chiffres importants à avoir en tête. Et le dernier critère qu'on regarde quand on s'intéresse à l'impact environnemental du numérique, c'est le critère eau. Le numérique a besoin d'eau. Il a besoin d'eau pour la phase de fabrication. Donc ça, c'est notamment pour récupérer, par exemple, les métaux qui sont présents dans la roche. Il y a besoin de processus chimiques qui nécessitent de l'eau pour que les réactions chimiques se passent. Et on a aussi besoin d'eau, par exemple, pour refroidir les centrales qui produisent l'électricité nécessaire notamment au fonctionnement des équipements informatiques. Donc voilà, vous voyez que le numérique, pour fonctionner, a besoin d'un certain nombre de choses qui ont des impacts environnementaux. Maintenant, la question, c'est très bien, mais et la data là-dedans? Si on souhaite s'intéresser au rôle que peut avoir ou pas la donnée par rapport aux enjeux environnementaux, en fait, c'est un champ d'investigation qui est extrêmement vaste, puisque la data, c'est un peu le système sanguin du numérique. Moi, dans le reste de la présentation, j'ai pris le parti de m'intéresser un peu plus dans le détail au segment data center surtout, et un peu également au segment réseau. Mon objectif, là, par rapport à ce que je vais vous présenter, ça a été de faire une synthèse un peu objectivée de quelques constats et d'éclairer aussi certaines nuances. Donc, si on essaye de regarder le rôle que la data peut avoir à jouer là-dedans, un premier prisme d'analyse qui a certains mérites, c'est de se demander, de regarder dans quelle mesure la consommation d'électricité, elle est corrélée ou non au volume de données en data center et qui transite au niveau des réseaux. Si on commence par le segment data center, il y a eu un certain nombre d'études récentes là, sur les 2-3 dernières années, notamment une étude qui est parue dans Science en mars 2020, dont je vous ai extrait deux graphes ici, qui s'est interrogé sur l'évolution, en fait, sur la période 2010-2018, de la consommation d'électricité des data centers. C'est le graphe de droite que vous voyez. Et qu'est-ce qu'on voit d'après cette étude-là? On voit que sur la période 2010-2018, finalement, la consommation d'électricité des data centers a été extrêmement contenue, puisqu'elle n'a augmenté que de 6% sur cette période 2010-2018. Pourquoi? Dans les principales raisons, il y a l'amélioration des performances. Donc, heureusement que les innovations technologiques ont eu lieu sur cette période-là. Ça a permis à des serveurs de consommer beaucoup moins d'électricité par, on va dire, exécution de requêtes. Ça a permis aux baies de stockage de aussi consommer beaucoup moins d'électricité par gigaoctet stocké. Donc ça a permis de contenir l'augmentation d'électricité des data centers. Dans les autres raisons, il y a aussi eu le fait que la mutualisation s'est développée, notamment grâce en fait, à de la virtualisation qui a été plus poussée, l'utilisation de conteneurs, et aussi le fait que de plus en plus d'entreprises ont migré vers des data centers de type hyperscale, donc qui sont les data centers des géants du cloud, qui présentent un taux de mutualisation plus important que d'autres data centers. Il y a aussi eu, si je donne une troisième raison, des améliorations en termes d'infrastructures data center, notamment dans le refroidissement, avec des méthodes basées sur des refroidissements sur l'eau, par exemple, qui permettent de consommer moins d'électricité. Donc finalement, on voit, d'après cette étude-là, que malgré l'explosion sur la même période, 2010-2018, du volume de données stockées en data center, pour autant, la consommation d'électricité est contenue. Ça, c'est un premier constat intéressant. Le deuxième constat, la deuxième chose qu'on peut en fait regarder, c'est ce qui se passe au niveau des réseaux. Sur les réseaux filaires, on voit en fait qu'il y a des consommations moindres avec l'évolution des technologies. Là, je vous ai sorti en fait du rapport France Stratégie de cette année deux chiffres qui apparaissent dans le rapport concernant la consommation pour la technologie cuivre et la technologie fibre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette consommation-là, elle a diminué, d'une part. Et d'autre part, ce qu'on voit aussi, c'est que cette consommation-là est exprimée selon une métrique qui est de la puissance par utilisateur. Il n'y a pas la notion de données là-dedans, parce qu'en fait, pour ces technologies filaires, finalement, la consommation est beaucoup plus liée au nombre d'utilisateurs de chaque technologie, plutôt qu'au nombre de données qui sont transférées via ces réseaux-là. Ça, c'est un autre constat intéressant.
si on prend les réseaux cellulaires, là, c'est un peu différent. Clairement, pour les réseaux cellulaires, la consommation d'électricité, elle est assez directement liée en fait, aux données qui transitent sur les réseaux. Ce qu'on a constaté avec l'évolution des technologies 2G, 3G, 4G, etc., c'est qu'il y a une amélioration de l'efficacité en termes de consommation d'électricité par gigaoctet transféré. Cette amélioration-là, elle est valable à isodonnées. Ça, c'est une hypothèse très structurante, puisque je reviendrai un tout petit peu plus loin dans la présentation, juste après, sur la notion d'effet rebond. Et donc, quand on regarde finalement ce panorama-là, ce qu'on voit, c'est que, en fait, ce qu'on pourrait avoir envie de déduire, c'est que la sobriété des données, c'est peut-être pas un sujet à mettre à l'ordre du jour, puisque on voit qu'avec l'innovation technologique, on a des leviers peut-être suffisants pour compenser l'explosion du volume de données. Malheureusement, en fait, c'est pas si simple et on ne peut pas conclure hâtivement, en venir hâtivement à cette conclusion-là. Pourquoi ? Première raison, déjà, il n'y a pas que la phase d'utilisation. Dans ce que j'ai montré tout à l'heure, les études et les chiffres indiqués se focalisent sur la phase d'utilisation, sauf qu'il faut aussi tenir compte de la phase de fabrication, notamment pour construire l'ensemble des équipements qui font fonctionner les télécoms, qui font fonctionner les data centers. Alors, il y a une petite nuance quand même, c'est que pour les équipements qui sont en data center et qui font fonctionner les télécoms, ces équipements-là, ils fonctionnent 24/7. Donc, c'est quand même la phase d'utilisation qui est vraiment prépondérante en termes d'impact environnementaux. Maintenant, la phase de fabrication n'est quand même pas à négliger. Elle représente quelques pourcentages d'impact environnemental, ce qui n'est pas négligeable quand même à l'échelle du numérique au niveau mondial. Deuxième point important, c'est que la physique, c'est une histoire de compromis. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Tout à l'heure, je rappelais qu'au niveau des data centers, il y a eu des optimisations en termes de refroidissement via des refroidissements par l'eau qui permettent de consommer moins d'électricité. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On consomme moins d'électricité, mais on consomme plus d'eau. Et donc, c'est en fait une bonne illustration du report d'impact qui peut exister quand on ne regarde qu'un seul critère. Et en fait, concrètement, ça commence à poser certains problèmes dans des data centers au niveau des États-Unis notamment, qui s'appuient sur cette technologie de refroidissement en eau, qui sont dans des régions plutôt désertiques ou très sèches. Le volume d'eau nécessaire en fait, pour refroidir le data center est tellement significatif que ça peut poser des soucis par rapport aux autres usages de l'eau. Donc voilà, ça c'est un autre point important à avoir en tête, de ne pas regarder que le prisme électricité, il faut bien regarder l'ensemble des critères. Il faut faire attention aussi à la fenêtre d'analyse. Dans les graphes que j'ai présentés juste avant, sur la période 2010-2018, c'est le périmètre d'analyse de l'étude. Donc on voit qu'effectivement, la consommation d'électricité des data centers est contenue sur cette période-là. Maintenant, il faut aussi se demander qu'est-ce qui s'est passé avant. En l'occurrence, depuis les années 2000 à 2010, l'empreinte des data centers a plutôt eu tendance à augmenter. Il faut aussi se demander ce qui va se passer après. Et là, par exemple, les auteurs ont plutôt tendance à prédire sur les 5 ans qui suivent, c'est-à-dire entre 2018 et 2023, que les impacts environnementaux, en tout cas la consommation d'électricité, devrait plutôt avoir tendance à augmenter malgré en fait, les innovations technologiques envisagées à date du rapport. Donc voilà, il faut aussi prendre du recul par rapport à la fenêtre d'analyse et la capacité à extrapoler les constats. Autre point important, on commence au niveau du numérique à avoir certaines limites. Là, j'ai pris un exemple, c'est l'exemple du PUE. Le graphe que vous voyez, c'est un graphe qui est issu du rapport de l'Uptime Institute, qui est sorti l'année dernière, en 2019, qui montre comment a évolué le PUE moyen des data centers dans le monde. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'entre 2013 en fait, et 2019, ce PUE moyen est stabilisé, voire a même légèrement augmenté sur les dernières années, entre 2018 et 2019. Donc ça, voilà, c'est une illustration du fait qu'il faut aussi avoir en tête que certaines limites peuvent être atteintes et en tout cas, il faut les intégrer dans les extrapolations qu'on peut avoir envie de faire dans les années à venir en termes d'impact environnemental que peut avoir le numérique. Autre point important qui concerne directement les usages, c'est qu'il faut être extrêmement précautionneux par rapport à l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi ? C'est une notion qui vient plutôt de l'économie, qui consiste à matérialiser le fait que quand on réalise des gains d'efficacité unitaires sur un service, ce service-là, in fine, peut avoir tendance à être beaucoup plus consommé grâce à ces gains d'efficacité.
Et le fait de consommer beaucoup plus ce service grâce au gain d'efficacité, le risque, en fait, c'est quoi? C'est que ça annule, voire que ça dégrade les impacts environnementaux du service en question à cause de l'augmentation de la consommation qui suit l'augmentation de l'efficacité. Et en fait, ce qu'il est important de retenir, d'avoir en tête, c'est que le numérique regorge en fait d'exemples d'effets rebonds. Et le risque avec l'effet rebond dans le numérique, c'est quoi? C'est qu'il y a un accroissement des usages, que cet accroissement des usages, en fait, il entraîne une explosion du volume de données, et que cette explosion de volume de données ne permette pas de maîtriser la consommation globale de l'énergie du numérique. On a l'impression, en fait, dans les graphes d'avant, que cette consommation d'électricité du numérique est maîtrisée, mais l'effet rebond pourrait en fait un peu menacer cette apparente stabilité. Par ailleurs, quand on s'intéresse à l'empreinte environnementale du global au niveau mondial, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on veut répondre aux enjeux environnementaux globaux, ce qui est important, c'est de réduire l'empreinte, en fait, et notamment de réduire l'empreinte du numérique. Et même une stabilité qui n'est pas une stabilité de l'impact environnemental du numérique qui n'est pas si évidente que ça à obtenir, CF la diapo d'avant où je viens de présenter quelques limites, même une stabilité n'est pas satisfaisante. Et ça, c'est vraiment un point crucial. Si je prends un exemple en regardant uniquement les choses sous l'angle climatique, par exemple, qu'est-ce qu'on voit sous l'angle climatique? On voit que si on considère que c'est un enjeu à rester sous 1,5 à 2 degrés à horizon 2100, ça nécessite au niveau mondial de faire entre moins 8% et moins 4% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année, entre maintenant et 2050, donc pendant 30 ans. Et donc, la question qui suit, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça donne au niveau de l'industrie d'éthique, de technologie de l'information et des communications? Ce travail-là, il a été effectué là, récemment. Je vous ai mis le lien en bas du graphe que je viens d'afficher. Je vous invite en fait à vous renseigner par rapport à une initiative qui s'appelle l'initiative SBT pour Science Based Targets, qui est une initiative en fait qui cherche à donner des clés aux entreprises pour se fixer des objectifs de réduction de gaz à effet de serre par rapport aux enjeux de rester sous 1,5 ou 2 degrés. Et en fait, c'est une méthodologie qui permet de voir pour une entreprise, en fonction du secteur dans lequel elle se trouve, quelle est la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'il est pertinent qu'elle s'applique en fait, pour être cohérent avec les enjeux climatiques mondiaux. Donc cet exercice-là, en fait, il a été fait très récemment pour 3 types d'opérateurs que vous voyez sur les courbes, les opérateurs data center, les opérateurs de réseau mobile et les opérateurs de réseau fixe. Et ce travail-là, il a été fait par des instances mondiales un peu du numérique. Je vous ai mis les acronymes en gras en bas du graphe, notamment GSMA, ITU. Il y a aussi eu l'Agence internationale de l'énergie qui a été partie prenante de ce travail-là. Et qu'est-ce que vous voyez en fait? Déjà, vous voyez que sur ces graphes-là, les courbes baissent. Donc, on pourrait avoir tendance à se réjouir que, et dans certains points de vue, c'est le cas, que l'empreinte, par exemple, des data centers en termes de consommation d'électricité est stabilisée depuis 2010. Mais en fait, si on regarde le critère impact climatique, l'enjeu n'est même pas une stabilisation, mais c'est bien une réduction. Et par ailleurs, du coup, les enjeux de réduction, là, vous voyez que la projection, c'est sur 10 ans, 2020-2030. Les enjeux de réduction sont quand même significatifs, puisque les enjeux pour les 3 types d'opérateurs qui ont été regardés là, pour l'étude, c'est de baisser entre 45 et 62% leurs émissions de gaz à effet de serre entre maintenant et dans 10 ans. Donc voilà, en fait, on ne peut pas se contenter même d'une stabilité. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre si on veut saisir au juste niveau les enjeux climatiques. Pour info, les réductions, là, elles s'appliquent au scope 1 et 2 des émissions de gaz à effet de serre par rapport au travail qui a été fait. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que c'est compliqué de ne pas envisager de sobriété des données si on souhaite finalement s'inscrire dans cette trajectoire. Parce que la réduction des impacts environnementaux nécessite de faire baisser l'impact sur chaque critère, et notamment le critère climatique que je viens de montrer ici. Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, j'ai bien conscience, et il faut que vous gardiez en tête que c'est bien une question de balance. Et quand on regarde l'impact environnemental du numérique, il y a certes, c'est ce que j'ai matérialisé à gauche sur la balance là,
le fait que tout nouveau service numérique a nécessairement, on va dire, un petit surcoût en termes d'impact environnemental, parce qu'il faut bien une quote-part de matériel derrière pour le faire fonctionner. Maintenant, il ne faut pas oublier de valoriser les éventuels gains qui sont liés aux nouveaux usages. Évidemment que ça se valorise aussi, et donc c'est bien la comparaison entre les deux qu'il convient de faire pour savoir si un nouveau service numérique est pertinent ou non d'un point de vue impact environnemental. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au sein d'une organisation si on veut mettre en place de la sobriété des données en particulier. Alors, il y a un premier point qui est global, mais qui est particulièrement vrai aussi pour les enjeux de sobriété des données, c'est l'enjeu de sensibilisation. En fait, il est vraiment important et c'est encore un champ d'action extrêmement vaste dans les organisations, de sensibiliser les collaborateurs, d'une part, sur leur bonne compréhension des enjeux environnementaux globaux, et en particulier de la contribution du numérique à ces enjeux-là. Donc, il y a quelques formats d'ateliers qui sont intéressants, hein. Par exemple, il y a, si vous connaissez peut-être, la fresque du climat. Moi, je suis animateur de fresque du climat. C'est un très, très bon atelier pour comprendre les mécanismes liés au dérèglement climatique. Si on cherche plus à regarder les choses sous l'angle numérique, il y a des fresques du numérique, c'est le même type de jeu, en fait, d'atelier, qui permettent de bien comprendre en fait, comment le numérique contribue à chaque étape du cycle de vie et sur les différents critères environnementaux finalement aux impacts mondiaux. Il y a aussi des MOOC qui peuvent être très pertinents en fait, à déployer au sein d'une organisation. Par exemple, l'INR, l'Institut du numérique responsable, a créé récemment 2 MOOC, un MOOC de 30 minutes, un MOOC de 5 heures. Ça peut être des ressources en fait, à pointer à vos collaborateurs pour qu'ils s'auto-forment en fait, sur les enjeux de numérique responsable et notamment de sobriété des données. Et évidemment que l'idée, c'est aussi d'entraîner un peu les collaborateurs à faire des choses. Donc, c'est aussi très pertinent d'organiser des défis. Il y a des entreprises qui organisent des défis au sein de l'organisation, entre organisations. Il y a quelques exemples de choses qui ont été faites dans le dernier rapport du CIGREF sur ces sujets-là. L'INR a aussi, par exemple, lancé un Cyber Cleanup Day en septembre. Voilà, ça peut faire. Et donc là, on est directement dans les enjeux de sobriété des données. Ça peut être des exemples d'événements sur lesquels communiquer au sein de l'organisation. Et une autre façon de faire pour projeter les collaborateurs pour adresser les enjeux de sobriété des données, c'est de leur pointer des éco-gestes. Moi, ma préconisation, c'est que sur les éco-gestes, il faut vraiment communiquer en priorité sur ce que j'appelle les vrais combats. On peut vite tomber dans une liste à l'après-vert. Maintenant, s'il faut sensibiliser les collaborateurs que sur 4 ou 5 points importants, de quels sont les points à mettre en avant. Là, mon avis, hein, c'est qu'il y a un enjeu à communiquer sur l'impact des vidéos, puisque les vidéos, en fonction des études, elles correspondent à peu près à 60 à 80% elles contribuent à peu près à 60 à 80% du volume de données stockées en data center, et pareil, elles contribuent à hauteur de 60 à 80% à l'augmentation du volume de données qui transitent sur Internet chaque année. Donc, des enjeux liés au fait de regarder moins de vidéos, ou en tout cas de baisser la résolution, ou de se focaliser plus sur des podcasts quand on a juste besoin de l'audio. Ce sont des éco-gestes data extrêmement pertinents. Un autre éco-geste parfois moins connu, c'est que, mais que vous comprenez suite à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les différentes technologies réseau, c'est que la façon dont on accède aux données en fonction du canal réseau, ça n'a pas le même impact énergétique. Jusqu'à maintenant, même s'il y a très peu d'études et qu'elles ont des ordres de grandeur très variables, ce qu'il est globalement prouvé, c'est qu'utiliser un réseau filaire a moins d'impact énergétique à ISO données transférées qu'utiliser un réseau cellulaire. Donc, il vaut mieux utiliser sa connexion filaire ou son Wi-Fi plutôt que, par exemple, passer en 4G pour télécharger 1 giga de données. La notion de volume de stockage est très importante aussi. Plutôt que de sensibiliser les collaborateurs sur le fait de supprimer des mails, ce qu'il est pertinent de leur dire, c'est supprimer ce qui a du poids en termes de stockage, en termes d'empreinte stockage. Ça, c'est important. Et pour illustrer un autre point, versionning des documents, chez Wavestone, par exemple, on a fait un travail, ça c'est très concret, on a regardé comment on pouvait diminuer notre empreinte Office 365. Et en fait, là, on vient d'activer 2 paramètres, 2 changements de paramétrage. On a réduit en fait de 500 à 100 le nombre d'historiques de version pour chaque document dans Office 365. Et deuxième mesure, désormais, tout document qui n'a pas été modifié depuis plus de 3 mois va avoir tout son historique de versionning supprimé, il ne va rester que la version en l'état.
Et ben, ça a un impact extrêmement significatif, en tout cas chez nous, en termes d'empreinte de stockage, là où on était chaque mois sur une croissance de plus 2, je ne me rappelle plus exactement l'unité, ben, on va être désormais chaque mois sur une croissance de plus 1,3. Et on a gagné, je crois, de l'ordre de 40% de l'espace de stockage grâce à ce changement de paramètres. Donc voilà, il faut en priorité cibler les combats importants. Ensuite, il y a un enjeu à savoir mesurer. Pourquoi ? Mesurer pour se piloter par rapport aux objectifs qu'on va s'être définis. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des différents outils qui existent. En fait, il y a un foisonnement d'outils depuis 2-3 ans. Là, j'ai mis quelques exemples. En fait, en fonction des besoins, on peut utiliser des outils qui s'appuient sur une URL pour estimer des impacts. Donc, c'est une estimation grossière, mais qui peut avoir du sens dans certains cas. Donc, c'est par exemple Ecometer qui propose ça. Il y a des outils qui existent depuis un certain nombre d'années, comme EasyVert ou GreenSpector, qui respectivement s'adressent à l'empreinte environnementale en data center et plus côté terminaux. Mais il y a aussi de nouveaux outils qui arrivent. Par exemple, il y a Argos qui permet de mesurer l'empreinte conteneur en water, par exemple dans une architecture conteneur. C'est un outil qui est tout récent, hein, open source, qui a gagné le challenge sobriété numérique en 2020. Hublot.org qui est un outil qui va sortir aussi bientôt. Code Carbone, on est en train de regarder un peu ça côté Wavestone. De mon côté, j'en ai entendu parler depuis 2-3 semaines, qui est apparemment un outil qui permet de mesurer l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Donc voilà, un foisonnement d'outils qui peut être pertinent d'activer pour certains. Et dans tous les cas, par rapport à l'enjeu de sobriété des données, ce qu'il faut avoir en tête, de mon point de vue, c'est que se piloter par la donnée, ça peut être une étape intermédiaire pertinente, en fait, dans une démarche de sobriété numérique. Intermédiaire dans le sens où la finalité est plutôt d'aller vers une mesure de l'impact pour chacun des critères, énergie, gaz à effet de serre, etc. Mais avant d'atteindre la maturité pour se piloter sur des critères environnementaux comme l'énergie ou les gaz à effet de serre, se piloter avec la donnée peut être en trajectoire quelque chose d'intéressant. Ensuite, il y a évidemment des enjeux d'éco-conception. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au niveau des enjeux d'éco-conception, j'ai rappelé l'enjeu autour des exigences métiers, c'est-à-dire que si vous avez sensibilisé les collaborateurs de vos entreprises, les directions métiers qui sont les prescriptrices des besoins auront peut-être aussi tendance à mieux intégrer dans leur expression de besoins et se questionner sur le juste besoin en termes de niveau de service et en termes de richesse fonctionnelle, ce qui, in fine, a des répercussions en termes de données pour faire fonctionner le service. Si on regarde l'éco-conception plutôt sous l'angle données, on va avoir tendance à vouloir privilégier le traitement au plus près des données et aussi, par exemple, l'interopérabilité des données pour éviter d'avoir à répliquer trop souvent, dans trop d'endroits, des bases de données identiques, en fait. Une autre façon d'adresser la sobriété des données, c'est de l'inclure comme un principe dans la gouvernance des données. Par exemple, voilà, la sobriété fait partie en fait, des principes de la charte de Nantes Métropole, pour rester localement en fait, sur le territoire de ce salon data. Et l'intérêt, en fait, c'est que si on inscrit la sobriété des données comme un principe dans la gouvernance des données, ça peut permettre ensuite de donner un cadre directeur pour déclencher opérationnellement des actions concrètes. Ça veut dire que si on souhaite respecter ce principe-là, ça veut dire qu'on va regarder beaucoup plus attentivement comment on peut mettre en place des mécanismes de purge de données, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'historisation des données pour ne garder que ce qui est nécessaire, et aussi se questionner sur les modalités, par exemple, de collecte des données. Si on ne réfléchit pas, on peut mettre en place des flux de collecte de données qui vont fonctionner, par exemple, tous les jours, voire toutes les heures, alors que si les données ne varient qu'une fois tous les 6 mois, ça, c'est des cas vécus, hein. Si les données ne varient qu'une fois tous les 6 mois, mettons en place les mécanismes qui vont bien pour ne collecter ces données que quand elles sont modifiées ou qu'une fois tous les 6 mois, plutôt que de les récupérer tous les jours si elles ne bougent quasiment jamais. Dernier point, c'est l'incitation fournisseur, puisque si vous rentrez dans une démarche de mise en place de sobriété des données, de plus en plus de services sont externalisés, donc il faut que les fournisseurs vous fournissent des moyens pour mesurer l'impact associé aux données que vous stockez ailleurs. Donc, comment sensibiliser les fournisseurs ? C'est en intégrant des clauses dans les appels d'offres. Moi, là, je travaille avec plusieurs clients
qui augmentent leurs exigences en termes de critères de sobriété numérique notamment dans leurs appels d'offres et qui visent aussi à augmenter la pondération de ces critères-là dans les années à venir. Une autre façon de faire est aussi de prévoir des audits réguliers pour que les fournisseurs vous fournissent en fait des informations pour mesurer l'impact environnemental des services que vous consommez. Voilà, donc je pense que j'ai quasiment atteint mon timing, je l'ai même complètement atteint. Donc, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que je peux dire juste pour conclure, c'est que là, j'ai essayé de brosser rapidement, hein, c'était probablement un peu dense, quelques pistes, de mettre en évidence quelques actions réalisables à l'échelle d'une organisation. J'espère que ça a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur certains points ou si vous avez des questions, parce que c'était un peu un challenge d'adresser ce sujet en moins de 30 minutes. Voilà, je peux m'arrêter là, sauf si j'ai le temps de répondre à une question, mais qui n'est dans tous les cas pas évidente. Je ne sais pas, Nicolas. Oui. On parle de la 5G actuellement. Est-ce que c'est très consommateur au regard des technologies actuelles? Alors, c'est impossible de répondre rapidement à cette question-là. Ce qu'on peut dire sur la 5G, en fait, c'est qu'à ISO données transférées, c'est-à-dire à gigaoctets transférés, clairement, la 5G sera moins consommatrice en énergie en phase d'utilisation que la 4G, que les générations précédentes. Ça, c'est indiscutable. Par contre, aujourd'hui, il y a un manque finalement d'analyse scientifique précise des impacts environnementaux globaux liés à la 5G. D'une part, pour tenir compte vraiment des impacts liés à la fabrication de tous les équipements qui vont devoir être déployés pour mettre en œuvre la 5G. Et puis d'autre part, l'autre risque important lié à la 5G, c'est l'effet rebond, qui, s'il est bien plus important que les gains énergétiques unitaires en phase d'utilisation, du coup, va dégrader l'impact environnemental global de cette nouvelle technologie. D'accord. Et sinon, tu parlais, alors là, c'est une question plus personnelle, moi, puisque là, je vois toujours pas de questions arriver. Tu parles de mutualisation des données avec tu parles de gouvernance des données. Donc, on a bien compris que, par exemple, si on prend le service public et la carte nationale cartographique, il y a différents, comment dirais-je, acteurs sur ce domaine-là. Mais du coup, est-ce qu'on ne risque pas de perdre certains métiers au profit d'une gouvernance des données? Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, je pense qu'aujourd'hui, au niveau du numérique, sur les 15-20 dernières années, on a globalement raisonné comme s'il n'y avait aucune limite et qu'on a une marge de manœuvre extrêmement grande avant même de commencer à voir ce qu'on aurait besoin éventuellement d'enlever comme service. Mais rien que ajuster les pratiques et se questionner sur la façon d'optimiser les choses à ISO-usage, là-dedans, il y a énormément de marge de manœuvre en fait. En fait, ma question, elle est beaucoup plus, comment dirais-je, par exemple, si on parle de service public et de cartographier la France dans sa totalité, on va dire que si on commence à appliquer une gouvernance des données, il y a certaines régions qui vont devenir des régions non mises à jour, si je puis dire, au profit de régions où c'est vraiment essentiel d'être à jour. Et du coup, la notion de service public, elle disparaît un peu au profit de l'intérêt qu'on peut avoir à mettre ces données à jour. En fait, après, ça faut raisonner dans un cadre plus global. Là, l'idée n'est pas de se dire qu'on va nécessairement supprimer des services, mais plutôt de se poser les bonnes questions à minima quand on construit un service en termes d'optimisation de l'empreinte environnementale. Et après, s'il y a des arbitrages à avoir, ils sont à regarder au regard des objectifs de réduction de l'impact environnemental. Il faut d'abord que ces objectifs-là aient été définis et ensuite on voit comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans ces objectifs-là en priorité, déjà en réduisant les impacts unitaires de chacun des services numériques. Et après, s'il y a des arbitrages à avoir entre services numériques, ça se regarde. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à maintenant, au niveau du secteur informatique, on avait très très peu l'habitude en fait, de raisonner en termes d'économie de ressources, de minimisation de l'empreinte. Alors que pour autant, d'ailleurs, ça sert complètement à l'expérience utilisateur, puisque si on a moins de données à télécharger ou à transférer dans un parcours, ça veut dire que les temps de réponse vont être meilleurs. Donc il y a déjà une marge de manœuvre énorme sur ces aspects-là,
avant de se poser la question de quels services numériques sont à conserver ou pas, quoi. D'accord. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Alors, inclure la sobriété numérique comme un pilier RSE de mon entreprise peut-il être un levier pertinent pour enclencher des actions? Bah, alors, effectivement, ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est que quand on parle en fait d'enjeux de sensibilisation et notamment de sobriété numérique globalement, c'est souvent assez lié à la stratégie RSE de l'entreprise. Est-ce que c'est pertinent pour enclencher des actions? En fait, déjà, il faut voir ce que vous regardez en termes de critères par rapport à votre stratégie RSE. Si, par exemple, vous commencez notamment en priorité à travailler sur les enjeux énergétiques et gaz à effet de serre, la pertinence de faire de la sobriété numérique un levier important de la stratégie RSE peut peut-être dépendre de ce que le numérique représente en termes de poids dans l'empreinte carbone de votre organisation. En fait, en fonction des secteurs d'activité, le numérique n'aura pas toujours le même poids. Et donc, l'importance de communiquer et de faire des actions sur la sobriété numérique va aussi dépendre du poids du numérique au sein de l'organisation en question. Si je prends par exemple les secteurs tertiaires comme nous, là, dans le conseil, clairement, dans les 2 plus gros postes d'émissions de gaz à effet de serre, il y a le numérique. L'autre, c'est les transports. Donc, réfléchir à des actions de sobriété numérique au sein de Wavestone, en tant que cabinet de conseil, c'est pertinent. Voilà. Donc après, ça se regarde aussi en termes de pondération par rapport aux autres métiers de votre organisation. Mais globalement, dans l'absolu, c'est quand même très pertinent, en tout cas, de considérer que le numérique responsable au sens large est à inclure dans les chantiers de la stratégie RSE de l'organisation. Ok, bah écoute Benoît, j'ai pas d'autres questions sur le fil de discussion. Bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation qui était claire et limpide. Très bien. Et puis là, on va donc fermer la salle pour laisser la place aux autres. Voilà. Merci encore. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir.